Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur les séries des comics La Lame et La Terreur sans nom. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu les numéros 1 à 4 de The Blade et 1 à 4 de The Nameless Terror. La première mini-série dont on va parler aujourd'hui est La Lame, une série qui raconte une histoire dans le passé du Jedi Porter Engle introduit dans la phase 1 de la Haute République. Porter Engle est considéré comme une légende dans l'ordre Jedi et est même surnommé la Lame de Bardota. Cependant, cette histoire, qui se déroule donc un siècle et demi dans le passé, ne raconte pas les événements sur Bardota, mais autre chose tout aussi intéressant. Pour commencer, Porter Engle est un Ikrukian, une espèce introduite dans les comics Podameron lorsque la planète Ikrukia a dû faire face au Premier Ordre. La scène d'introduction nous présente Porter mélangé avec habileté ses pouvoirs de force, ses techniques de combat et son talent de cuisinier, trois caractéristiques du personnage définies dans la phase 1. Porter Engle part alors déjouer un conflit entre un Twi'lek et un Autolan et utilise des cartes de Sabak pour les distraire, un jeu pouvant s'apparenter au poker que l'on voit bien en détail dans le film Solo A Star Wars Story. Mais Porter est accompagné d'une certaine Barash Sylvain qui l'appelle frère. Barash étant une Kage, une espèce introduite dans un épisode de Clone Wars où Asajj Ventress rejoint le groupe de chasseurs de primes de Boba Fett, Barash est bien une sœur adoptive de Porter. Cependant, le nom de Barash n'est pas inconnu dans Star Wars. En effet, c'est la série de comics Le Seigneur Noir des Sith qui en parle pour la première fois avec le Jedi Kirak Infila qui a survécu à l'Ordre 66 grâce au vœu de Barash, un serment prêté par les Jedi qui s'abstiennent complètement de toute activité liée à l'Ordre Jedi en guise de pénitence, se dégageant de tout ce qui n'est pas la Force elle-même et s'engageant à atteindre la communion ultime avec elle. Et c'est donc Barash Sylvain qui a décidé de le faire d'elle-même, pratique restée ensuite comme une tradition peu pratiquée certes, mais que l'on retrouve plus de 350 ans plus tard tout de même. Et Charles Soule, l'auteur de La Lame mais aussi du Seigneur Noir des Sith, a précisé que la pratique existait avant le vœu de Barash Sylvain, mais qu'il a pris le nom de vœu de Barash à ce moment. Une partie du premier numéro se déroule 25 ans encore dans le passé, lorsque Porter et Barash étaient novices et découvraient le maniement du sabre laser. Parmi les exemples de sabres d'entraînement qui sont présentés, il y a deux modèles que je reconnais, avec ici le sabre laser des Skywalker et là, un des deux sabres d'Asajj Ventress. Parmi les novices, on peut reconnaître un Alloxien, une espèce pour le moment exclusivement vue à l'époque de la Haute République, comme avec le Jedi Court dans la phase 1. Dans le présent, Porter Engle et Barash Sylvain se rendent à un bureau de la frontière afin de suivre une nouvelle quête de Jedi. Un druide leur annonce qu'il y a actuellement 210 requêtes actives pour l'aide des Jedi dans les régions inoccupées, un druide qui ressemble étrangement à un druide commando de série BX, mais ces derniers ont été confectionnés vers le début de la guerre des clones. Sur un écran, Porter fait un choix entre trois propositions, Tatooine dans le secteur Arcanis, Gunsaver dans le secteur Tammuz, une nouvelle planète, ainsi que Jakku dans le secteur Tashtor. Cependant, Jakku, le théâtre de la chute de l'Empire Galactique, ne se situe pas du tout dans le secteur Tashtor qui est dans la bordure médiane, mais dans le secteur Jakku de la bordure intérieure. Cependant, dans le secteur Tashtor se trouve une autre planète venant du réveil de la Force et qui est en plus pas mal exploitée dans la Haute République, Takodana. Le duo de Jedi choisit finalement de se rendre sur Gunsaver avec une équipe d'explorateurs dont le médecin Grint Rupar est un Britaro, une espèce assez peu représentée et qui vient de Rogue One A Star Wars Story avec le chasseur de primes Nick Effo. Pendant leur voyage vers Gunsaver, Porter Engle s'entraîne au sabre laser avec le Mikian Elion Volt et gagne le combat en sortant un Shoto caché, un sabre laser bien plus petit qui est majoritairement utilisé comme arme secondaire comme Ahsoka Tano, mais parfois en arme principale pour de petits individus comme Yoda. À la capitale de Gunsaver, Horatio, l'émissaire Saline, présente à Porter Engle et Barash Sylvain la mission qui leur est attribuée. Une cité-état du nom de Bethune a lancé un siège sur la ville de Valfeu pour contrôler son commerce de Bodraxite, un minerai central dans l'infrastructure énergétique de Gunsaver. Les Jedi doivent alors escorter des transports pour ravitailler la ville assiégée, mais ces transports sont très intrigants puisque ce sont des porte-conteneurs de classe 4, des véhicules de transport de marchandises utilisés par l'Empire Galactique, soit 363 ans plus tard au plus tôt, selon leur apparition dans la série animée de Bad Batch. À la fin du numéro 2, un groupe de mercenaires dirigé par la générale Miriel Viss débarque pour soutenir l'armée de Bethune, et parmi ses membres sont présents plusieurs espèces, dont un Mon Calamari, un Aqualish, mais surtout un Tognath, une espèce assez peu représentée et qui provient de Rogue One via les frères Two Tubes, Edrio et Benthic.
Afin de comprendre l'étendue du conflit, Barash va s'entretenir avec la famille royale de Valfeu et elle apprend que la princesse de Béthune, Sikatra, a fui son pays pour vivre avec le prince de Valfeu, Kolden. C'est en réalité cette union, vue comme un enlèvement par Béthune, qui a déclenché le siège, et Sikatra compare cette situation en opposition au conflit entre Éramé et Renaud raconté dans les romans Convergence et Cataclysme, où c'est l'union entre les héritiers des deux nations, Fantouzen et Xiri Albaran, qui a permis d'avoir un temps de paix. De l'autre côté du mur, la générale Vi se propose un duel à Porter-Engle qu'elle sait avoir une chance grâce à sa lance en Beskar, un métal utilisé majoritairement par les Mandaloriens et capable de résister aux sabres laser. Ce duel me fait d'ailleurs pas mal penser à celui entre Ahsoka Tano et Morgan Elsbeth dans The Mandalorian saison 2, cette dernière étant également armée d'une lance en Beskar. Cependant, Porter-Engle semble être un bien meilleur dueliste. Enfin, la mini-série se termine par le Conseil Jedi qui envoie Porter-Engle, désormais seul après que Barash Sylvain ait fait son vœu, sur Bardota, la mission qui le rendra célèbre et connue sous le nom de l'âme de Bardota. Il n'est pas impossible que la mini-série devait à l'origine traiter de l'événement sur Bardota, puisque le beau livre Chronique des Jedi, qui existe réellement dans le lore et qui est écrit par le Jedi Harley Kogra après la chute du flambeau stellaire, raconte le siège sur Bardota exactement de la façon dont se déroule le siège de Gansevoor, c'est-à-dire à un moment où Barash Sylvain s'est trompé dans l'interprétation de la situation, ce qui a fait empirer le conflit et causant de nombreuses morts. Et suite à cet échec, Barash aurait fait son vœu. Or, vu que la lame installe que Bardota se déroule après Gansevoor et que Barash est déjà parti, les deux événements ne peuvent pas coïncider. Dans ce conseil Jedi, on retrouve des membres que l'on connaît déjà, avec évidemment Yoda, la Kahamazi et la Soutane, et Lanx Xolaru. La mini-série La Terreur sans nom est un peu particulière dans les œuvres de la phase 2 de la Haute République, puisque son histoire au présent se déroule pendant la phase 1, et même plus précisément pendant la vague 2, peu de temps après l'attaque d'Enil sur Valo pendant la foire de la République. Et nous suivons donc l'ancienne Jedi, devenue chasseuse de monstres taille Yorick, introduite dans la mini-série de comics Le Monstre de Pic du Temple, qui recherche une nouvelle mission à bord de son vaisseau, le Rancor Rider, qui est un cargo YT-750, donc de la même famille de cargo corélien que le Faucon Millennium, YT-1300, et son druide KL-03, surnommé Clo. Tai réagit à la mention des 100 noms qui refont parler d'eux à ce moment en disant qu'elle en a déjà entendu parler via la comptine de la vieille Russa Vidyarvrikt, une Hongrie qu'il a chanté déjà dans le flashback de la mini-série La Piste des Ombres. Cette comptine est Shri Karai Karai, une comptine liée aux 100 noms et qui décrit l'étendue de leur pouvoir. Tai Yorick dit aussi que son maître Jedi Lasmuzel Sibaba, que l'on a déjà vu dans les flashbacks du monstre du Pic du Temple, lui a raconté une histoire en rapport avec les 100 noms, qui lui vient de son propre maître, Coron Solstice, alors qu'il était encore Padawan. C'est alors que commence l'histoire principale de La Terreur sans nom, plus d'un siècle auparavant, et après les événements de la quête de la Cité perdue, puisqu'on retrouve une équipe d'explorateurs avec des Jedi dont Rock Buran, qui a récemment perdu son Padawan Malik, comme dit dans le roman jeunesse. Rock est en train de discuter avec une Bith du nom de Xinis Tarl, un personnage que l'on a déjà croisé dans l'audodrama La Bataille de Jedha. Dans le vaisseau, on retrouve aussi la Jedi Sula Badani, un personnage original, mais surtout la maître de Coron Solstice. Les Jedi sont accompagnés de deux explorateurs, le Nikto Paco et la Morniche Ambar, une toute nouvelle espèce. Ambar est médecin et accompagné d'un droïde de communication EX appelé EX-5A. Ces droïdes ont été inventés pour la phase 2 de la Haute République pour soutenir les explorateurs galactiques et semblent être inspirés de différents droïdes sondes impériaux, particulièrement les droïdes chercheurs ID-9 et ID-10. Mais le vaisseau des explorateurs, le Witherbloom, entre en collision avec un vaisseau de la Voie de la Main Ouverte, récemment devenu la Voie du Point Fermé, suite à la prise de pouvoir de Mardaro dans le roman La Voie de la Vengeance. Dans ce roman, la mère de la Voie avait envoyé son explorateur Sunshine Dobbs avec une équipe de membres de la Voie de la Main Ouverte sur la planète X récupérer des œufs de 100 noms afin de fabriquer une armée maintenant que la Voie possède le sceptre du pouvoir, un artefact de la force capable de maîtriser les créatures. Et dans les personnages à bord du vaisseau qui est entré en collision dans La Terreur sans nom, on retrouve plusieurs personnages qui faisaient partie du Bone Crusher, un des vaisseaux envoyés sur la planète X. Ce n'est cependant pas confirmé que le vaisseau du comic est bien le Bone Crusher, mais du côté des personnages, on retrouve les humains Guess et Salish et le rhodien Wall. Mais le vaisseau qui s'écrase contient bien des œufs de 100 noms qui sont alors libérés sur la planète sur laquelle tous nos personnages se retrouvent.
Au début du numéro 3, on repasse un petit moment dans le présent avec Tai Yorick qui discute avec Clo, cette dernière lui proposant une mission qui consisterait à débarrasser un village d'un Aclé, une immense créature de la planète Vendaxa que l'on voit dans l'attaque des clones sur Geonosis, alors utilisée comme bête d'arène. Et à la fin de l'histoire, ce n'est pas un Aclé que Tai retrouve, mais Drewen, un Segredo qui est devenu l'apprenti chasseur de monstres de Tai et qu'elle appelle même Padawan, même s'il n'est pas sensible à la force. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la rediffusion de notre live Twitch qui est disponible sur notre chaîne YouTube secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission La Banane dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.